Alors bonjour à vous toutes et tous. Voilà, c'est toujours ma petite formule. Il faut que je trouve une autre formule parce que je suis resté coincé sur bonjour à toutes et tous. Mais en tout cas, c'est sincère. Je vous souhaite une bonne journée déjà. Euh, on se retrouve pour cette leçon. Alors, comme je vous l'ai dit la dernière fois, là, je vous ai pas envoyé de support parce que ça nous permet un peu de souffler, tout simplement, de faire qu'on ait un peu moins d'infos. Surtout que pour nous, vous avez vu qu'on est arrivé à la fin du premier passage. C'est-à-dire qu'en ce qui nous concerne, idéalement, mais attention, idéalement, faudrait qu'on puisse analyser ça. Je dis idéalement, parce que vous allez voir qu'on va se faire plusieurs passages sur le sutra, en tout cas deux, minimum. C'est-à-dire il y a toute c'est ce qu'on a fait en fait avec le sutra du cœur. Pourquoi? Parce que, ben, en se servant du texte comme terrain d'apprentissage des particules, évidemment, on s'en sert comme ça, c'est-à-dire que comme une espèce de bac à sable. Puis après, on acquiert la compétence qui va nous permettre de reprendre les parties qu'on a vues au début et que l'on n'a bien sûr pas pu complètement comprendre au moment où on était en train d'essayer de faire ses premières armes avec tout ça. Donc c'est pour ça que le sutra, on va le voir forcément plusieurs fois, au minimum deux fois. Je dis au minimum parce que bien sûr que même pendant qu'on est en train d'apprendre les particules, on revoit beaucoup ces passages sur lesquels on s'entraîne à gratter. Et puis une fois que voilà, on a assez d'aisance, on va reprendre les passages. Pourquoi? Parce que du point de vue grammatical, c'est jamais si compliqué, mais après, on se rend compte que bon, réussir à rendre le sens, c'est une autre histoire. Parce qu'il y a des fois des enchaînements de chaînes de particules qui sont pas si simples à comprendre. Même si théoriquement c'est logique, mais entre être logique et faire que cette logique devienne la nôtre, ça c'est une autre histoire. Parce qu'en fait, on pourrait presque dire que c'est l'enjeu. C'est-à-dire, la grammaire tibétaine, c'est une manière de concevoir la construction des phrases et de ce que l'on pense. Et donc c'est une logique. Une fois qu'on l'a complètement acquise, ok, on se met à penser selon la langue tibétaine. Mais c'est ça notre difficulté pour nous. C'est de réussir, on le voit avec les particules, on a beaucoup de peine au départ, même si on le comprend, de pouvoir se dire que, comme on l'a vu la dernière fois, hein, dans nos petites, j'ai pas là mes notes d'exercice. Forcément, c'est au moment que je vais vous montrer un truc que je trouve pas. Mais ouais, on a vu qu'on a un mot, ça, on est d'accord avec ça, et puis ce mot, hop, tac, on va le décliner plusieurs manières. Et on est toujours dans cette même idée, c'est-à-dire dans quelque chose avec soit ça devient un agent, et dans ce cas-là, il y a une particule, soit ça devient un lieu, hein, un lieu de l'action, soit on va mettre une autre particule, et ça sera par exemple la provenance, admettons. Hein. Et ça, c'est typique d'une logique tibétaine. Pour nous, on l'a pas forcément au départ, cette logique. Parce que parce qu'on voit pas les choses comme ça. Tout ça, j'aurais même pas la capacité de vous expliquer pourquoi. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que nous, il va falloir que ça vienne, cette forme de logique. Alors là, on va s'entraîner dans la dernière partie. Puis on va essayer de voir justement, dans cette partie, comment est-ce que l'on peut, petit à petit, comprendre cette logique. On va même, par exemple, faire ça. Je vais vous prendre cet élément-là, tout simple, puis on va le voir ensemble. Donc, Detsena. Alors là, c'est clair que déjà, il ne faut pas avoir trop de difficultés avec la lecture. Ça, je vous l'ai dit, mais ça fait partie de votre base arrière. Vous devez être clair. Donc, on est d'accord que ta dembu te, ok, donc te, tse, na. Vous entendez le te, ça glisse un peu, parce que quand on a un génitif, c'est ce qui nous fait le lien entre ta et tse.
Ok? Donc, detse ou tetse. Ok? C'est juste une espèce de liaison orale. Vous pourriez très bien utiliser une autre particule. Bon, une autre particule, attention, quand je dis une autre particule, c'est parce que le génitif, là je fais une espèce de raccourci que je ne devrais pas. Le génitif est une particule morphologiquement variable. Donc quand j'ai dit une autre particule, une autre forme du génitif, j'aurais dû être plus précis. Pourquoi? Parce que je pourrais par exemple imaginer, je reprends ma petite note, non, je vais faire comme ça. Attendez, c'est bête, elle disparaît toujours ma note. C'est pas grave, ok, on va faire comme ça. Je vais prendre je, je en tibétain. Juste l'écrire en plus gros peut-être. Voilà, hop. Non, en beaucoup plus gros, ok. Paf, paf, paf. Ça c'est je, ok. Donc vous avez un génitif, donc hop, génitif, ok. Donc normalement, quand vous avez nga et a qui est bon, un besoin de génitif, donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez barrer le point. Pourquoi vous barrez le point? Parce que quand vous avez une lettre seule, parce que c'est une lettre seule, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ni préfixe ni suffixe. C'est surtout les suffixes qui nous intéressent. C'est une lettre qui n'est pas suivie d'un suffixe. Vous êtes d'accord avec ça? Ok. Si elle n'est pas suivie d'un suffixe, pour les grammairiens tibétains, le suffixe, ça veut dire, quand il n'y en a pas, que c'est une lettre ta-me. Ta-me, ta, ça veut dire le bord, ça veut dire qu'elle n'est pas bordée par quelque chose. C'est une lettre seule. Hein, on a, voilà, quoi. Vous avez la lettre, hop. Si on avait un K, hop, ça veut dire que vous avez un suffixe. Et dans ce cas-là, elle est bordée par quelque chose. C'est-à-dire que le K vient border le nga. Ok? Donc c'est pour ça qu'on appelle ça une syllabe tame. C'est une syllabe, attention. Hein, en tibétain, à partir du moment où n'importe quelle lettre est suivie d'un point, on est d'accord? Ici d'un point, le point marque la syllabe. C'est une évidence, mais il faut vraiment s'en souvenir. Ce qui fait que quand on a un point ici, hein, ça, je vous enlève ça, et puis je mets un point. Quand on a un point, ça veut dire que ça, c'est une syllabe. Très clairement. Donc, une syllabe tame, ça veut dire une syllabe qui n'a pas de bord, qui n'a pas de suffixe. Donc, j'enlève le bord, hop, et je mets la forme du génitif, celle-ci. Ça, c'est la règle. Je vous ai donné la règle quelque part, mais je vous l'ai donnée sans vous dire qu'il faut l'apprendre par cœur, parce qu'ensuite, c'est ça l'idée. C'est qu'on le voit dans le contexte. Et le contexte pour nous, ben, c'est quoi? C'est le texte. Et donc, ben voilà, il nous l'apprend. Alors, là maintenant, si je reviens à mon texte, ben, ça veut dire que je dois me souvenir de ça pour rendre explicite le fait de cette forme, de ce type de construction. Donc, deitse, c'est forcément un génitif, et c'est juste, mais on pourrait théoriquement imaginer qu'on utilise une autre forme du génitif, et ça serait toujours un génitif. Donc par exemple, dans mon cas de je, on pourrait imaginer que vous avez nga, qui, là par contre, hop, là j'enlève. Vous pourriez imaginer ça. Vous pourriez. C'est-à-dire que plutôt que de dire, par exemple, alors, on va écrire, voilà, cheval, admettons. Hein, donc, nga gita, c'est mon cheval. Ngeta, c'est aussi mon cheval. Ok? C'est ok, ça match? Vous comprenez l'idée? Très bien. Donc, c'est simplement que dans un texte littéraire,
vous trouverez pas ce genre de forme. Ça, c'est pas possible. Parce que dans un texte littéraire, on va être vraiment dans les règles. Dans la langue parlée, vous pouvez être un peu souple. Donc vous pourrez trouver nga gita ou ngeta. Les deux sont possibles. Plus ou moins possibles. Il y a quand même, si vous parlez bien, vous allez faire attention à ce genre de choses. Jean-Marc, Oui. je peux poser une question? Mais Euh, toujours, toujours. Merci. Sur le nga qui est écrit, là, qui veut dire je, Mhm. il y a un point après, alors que moi j'ai compris quand c'est le génitif, on met pas de point. Alors, c'est très bien que tu me poses cette question. La règle, c'est pas quand il y a un génitif, on met pas de point. La règle, c'est que quand on a besoin de mettre un génitif à côté ou avec un a, dans ce cas-là, on enlève le point, hop, et puis cette lettre-là, Et on ça va fait quoi? l'écrire comme ça. Ah, ça fait i en fait. Exactement. Mais la C'est règle, que voilà, du, pardon. c'est que dans le cas du qu'on Alors, met la c'est tête. que dans le cas, c'est ce que je viens d'expliquer, c'est que dans le cas où la lettre qui précède le génitif est une lettre seule, c'est-à-dire qui n'est pas accompagnée d'un suffixe. C'est la seule chose. Ah, mais j'avais pas compris ça Non, aussi. non, mais Excuse-moi. c'est normal. C'est pour ça que je le répète, parce que ça, c'est pas si simple. C'est pour ça que on a ici deitse. Donc deitse, c'est le génitif. Simplement, on voit qu'il y a, si vous zoomez bien, c'est quoi, je zoome bien, vous voyez qu'il n'y a pas de point. Là, il n'y a pas de point entre les deux. Je vous ai D'accord. mis un signe plus pour faire apparaître le fait qu'on colle le génitif à la lettre. Ça, on est d'accord. À la syllabe, en l'occurrence. Mais à part ça, voilà. Mais il y aurait eu ici, au niveau de cette syllabe, il y aurait eu un suffixe. Ben dans ce cas-là, vous n'auriez pas pu mettre agigui. Vous auriez mis kagiguki. Et en plus, la forme du génitif entre kagiguki, kayata, kyagiguki et kagigu et Là, il y a- non, alors c'est kagiguki. Bon bref, parce qu'il n'y a pas de différence sonore, mais c'est parce qu'on a plusieurs possibilités. Attendez. Bon, bref, vous pouvez avoir Kagiguki, vous pouvez avoir un Kayata Kya Giguki, et puis vous pouvez avoir un Kagiguki aussi. Bref, il y a 5 formes pour le génitif. Et les formes vont s'écrire en fonction de la lettre qui précède. Toujours. voilà, c'est ce que j'ai compris. Tu vois l'idée? Donc voilà, Mm. tout simplement. Et c'est aussi en lien avec si c'est du datif locatif, ergatif. Hein. Il y a Alors des liens. pareil, oui, pareil avec l'ergatif. Datif, locatif, c'est encore un peu différent, mais pareil avec l'ergatif, c'est les mêmes règles. Mais en même temps, il faut juste qu'on fasse. Alors, bah, disons, c'est moi qui suis toujours un peu prudent avec ces histoires de règles. C'est-à-dire qu'ensuite, le contexte, moi j'aime bien revenir au contexte. Pourquoi? Parce que faut pas que ça nous bloque non plus. Du genre, on se dit, oula, donc s'il faut apprendre la règle, si vous êtes à l'aise avec l'idée d'apprendre les règles, alors moi je vous en donne. Et c'est pour ça que je vous en donne d'ailleurs. Mais vous dites pas non plus que vous devez absolument la connaître par cœur. Tout ce que je viens de vous dire, c'est juste pour vous expliquer le contexte théorique de ça. Ça ne veut pas dire que vous devez retenir complètement tout ce que je vous ai dit, hein. C'est juste pour vous expliquer pourquoi vous avez un agouille comme ça. C'est tout. Donc maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la fonction du génitif. Parce que la fonction, elle, alors là, par contre, on peut pas y couper. Donc, de, tse, na, là, on a deux particules. C'est pour ça que je vous ai les marqués comme ça. Donc, de, tse, tse, vous avez vu dans le vocabulaire, là, on est obligé de jongler avec vocabulaire et particules. Tse, ça veut dire le moment. Donc, na, c'est aussi une particule qui va nous indiquer, elle peut nous indiquer plusieurs choses. Le na peut nous indiquer le si, ça c'est une des fonctions principales de cette particule. C'est si il fait beau, j'irai me promener dehors, hein, par exemple. Mais une autre fonction très importante du na,
c'est le rôle de laten, c'est-à-dire qu'elle indique, ici en l'occurrence dans ce cas ici présent, elle indique le moment, le lieu d'incidence. C'est une de ses fonctions. C'est ça qui est un peu troublant avec ces particules, c'est qu'elles ont des fonctions variables et des formes variables. Et c'est là une difficulté pour nous. Parce qu'il faut qu'on petit à petit qu'on prenne l'habitude de ça. Mais ce qui nous indique, c'est toujours le contexte. C'est pour ça que l'approche contextuelle, ça vaut quand même la peine. Parce que tse, on sait par contre d'une manière certaine, on sait d'une manière certaine que tse indique une notion de temps. Pourquoi? Parce que c'est soit l'existence, soit le moment. Donc si c'est un moment, c'est à ce moment-là. Et ça, c'est le sens de ça. À ce moment-là. Donc, c'est pour ça que la particule toute seule, la connaître théoriquement, c'est bien, mais si vous la détachez complètement de son contexte, vous ne comprenez pas. C'est pas possible. Quoi, disons, c'est très difficile. Si ici, ça veut dire moment, donc te, c'est le démonstratif, donc c'est au moment de ça. D'accord? Detse. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous dites au moment de ça, ça veut dire qu'il s'est forcément passé quelque chose avant. Et c'est logique, parce que vous voyez qu'il s'est passé quelque chose avant. Là, on est dans la dernière partie du texte, quoi, de l'extrait de texte. Donc, à ce moment, quand vous dites à ce moment, eh ben, ça veut dire que vous avez déjà parlé de ce moment. C'est à ce moment qu'il s'est passé quelque chose. Mais à ce moment, quand? Bah, hier à 4 heures, admettons. D'accord? Donc là, c'est une élision. Vous citez quelque chose qui s'est déjà produit. Hein, vous citez un moment existant. Donc, à ce moment-là, Detsena. Ok? Est-ce que déjà à ce niveau, ça vous semble totalement chinois ou hébreu ou araméen, ou est-ce que ça vous semble à peu près compréhensible? N'hésitez pas à le dire. Hein. Là, on est vraiment ensemble pour prendre tout le temps qu'il faut. Hein. Le hagigui tire simplement le son, et c'est toujours le cas, il ne se prononce jamais. C'est ça, il tire le son. On dira jamais deitse. On dira deitse. Ça rallonge le son. Deitse. Alors on peut éventuellement, dans certains manuels, on voit deitse. 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 Mais c'est un, non, c'est un usage quand même. Quoi, je saurais pas comment le qualifier vraiment, mais deitse. Ouais, quoi, voilà. Je saurais pas mieux le dire, en tout cas. Je trouve pas, il y a peut-être... bref, Deitse. Ouais, Deitsena. Mais par contre, pas par contre, si vous voulez dire ma pomme, hein, Kushu c'est pomme, et si vous voulez dire ma pomme, bah vous dites quoi? Vous dites Nge Kushu. D'accord? Moi, hein, moi, Ngai Kushu. Ça s'écrit Nga Agigui. Ouais, exact. Parfait. Nge Kushu, ma pomme. Cariole, c'est la tasse. Hein. Donc, si vous voulez dire ma tasse, vous dites comment? Sylvie, comment tu dis ma tasse? Je t'entends pas. Oh, le micro, il fonctionne pas. Oh, alors, ma tasse. Voilà, nge cariole. Voilà, exactement. Shindong. Alors, Dominique, Shindong, ça veut dire l'arbre. Mon arbre, comment tu dis? Et tu ouvres le micro et c'est beaucoup mieux. Ah, c'est bien de temps en temps vous ouvrez le micro, sinon il n'y a pas que moi qui m'embête avec la technique. Voilà, Nge Shindong. Tout simplement. C'est très simple. Hein. Une fois que... c'est pour ça que la manière dont je procède, c'est de vous montrer les structures. Parce qu'une fois que vous avez compris la structure, vous remplacez les éléments de la structure par autre chose. Mais la structure, elle reste la même. C'est pour ça qu'il faut d'abord apprendre la structure.
J'avais d'ailleurs créé une méthode de tibétain qui s'appelle TibLab, qui est une méthode là pour apprendre à parler le tibétain, qui fonctionne uniquement sur le principe de la structure. C'est-à-dire une fois que vous avez compris la structure, on pourrait dire que vous êtes chaque fois avec un système de X plus ça plus un X. Bon, admettons que ça soit une structure. Bon, une fois que vous l'avez compris, bon, bah, vous changez les mots dans la structure, c'est tout ce que vous avez à faire. Patrice, oui. Oui, donc le Agigui, tu as dit qu'il allongeait le son de la syllabe qui précède, comme le T. Ouais. Et alors pour le mot Nga, Agigui, je prononce Nge. Ouais. Donc là, il transforme le son aussi. T'as raison, il transforme le son. Donc c'est à la fois un allongement et une transformation. C'est pour ça que on pourrait, vous l'avez ça dans, je crois quelque part, j'ai dû le mettre dans les tableaux avec les règles de prononciation, c'est possible, mais peut-être pas, je sais pas, parce que j'insiste pas trop là-dessus, mais parce que je considère qu'on va l'apprendre par l'usage, mais quand on a le son A, ça devient Né. Quand on a le son O, ça devient E. Quand on a le son U, ça devient U. Attends. Donc, le OU, ça devient U. C'est à peu près les mêmes règles que l'on trouve avec les suffixes la, sa, dana. D'accord. Et alors le E ne bouge pas, et j'imagine que le I non plus. Parfait. Yes. Complètement. Donc, nga devient né. Oui, c'est vrai que... est-ce que je vous l'ai écrit quelque part? Je crois, mais bon, bref. Effectivement, il y a une petite transformation à la fois du son, le A en E, et puis l'allongement. Ça, c'est sûr. Ouais. Mais ici, c'est un son E, donc detse, ça reste le E. Tout à fait. Ok. Merci. Voilà, c'est tout simple. Donc detsena, quand on voit ça, bon bah ok, ça nous permet déjà de pouvoir le replacer dans un contexte plus large de construction de phrases. Detsena, à ce moment. Si vous voulez dire par exemple à 5 heures, vous direz par exemple, non, attends voir, non, c'est peut-être pas la... Non, non, j'arrive pas à trouver un équivalent très simple dans la langue parlée de ce genre de choses. Bref, non, il n'y a pas besoin de trouver. Ok, on va rester là-dessus. Donc là, après, on a un segment, on prend le segment. Alors, au début, vous voyez, on est segment par segment, c'est-à-dire on est loin d'avoir une vision panoramique. Hein. Ça, c'est sûr. On a une vision hachée du texte, en définitive. Et c'est la difficulté. Mais après, petit à petit, à force de faire cet exercice d'analyse, on arrive à avoir une vision panoramique. Et on pourrait dire qu'on doit un peu alterner, c'est comme une espèce d'effet de zoom. On pourrait dire que ces braquets que je mets ici, d'accord, ça vous donne une indication du zoom. Le braquet, je ne vous le mets pas là. Hein. Pourquoi je ne vous le mets pas là? Parce que si vous allez gratter trop proche du texte, alors là, tu t'en sors difficilement. Parce qu'il y a tellement d'éléments. Parce que c'est comme si tu zoomes à l'infini, au bout d'un moment, bah, évidemment, tu perds complètement la vue de l'ensemble. Donc, il faut trouver une espèce de bon équilibre entre garder la vue de l'ensemble et en même temps être suffisamment proche pour quand même voir le détail. C'est typique ici. On pourrait dire qu'ici, la vue d'ensemble, c'est qu'on a un génitif. Et donc, ça veut dire que d'une manière très claire, il y a un élément avant et un élément après. Ok? Ça, c'est super simple. Donc, quand vous voyez ça, quelle est la règle de base du génitif? La règle de base. Ça fait du lien. Ok, ça c'est tout à fait juste. Eh bien, quel type de lien? Déterminant, déterminé. Exactement. Déterminant, déterminé. Voilà les deux aspects. Le génitif crée du lien, et le lien, c'est un lien de déterminant et de déterminé. Donc ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, ce que vous avez à gauche, c'est toujours le déterminant, et ce que vous avez à droite, c'est toujours le déterminé.
Donc je reprends mon exemple hyper simple. Je vais essayer de faire ça comme ça. Attendez voir. Je prends ça. Voilà, hop, je copie. Voilà. Je mets une nouvelle note. Donc tac, je colle. Hop, voilà. Hein, là, on a l'élément. OK? Donc là, j'ai mon élément. Et puis avec cet élément-là, je vais vous mettre un équivalent très simple. Hein. On a parlé avant de... je vais le faire le plus simple possible. C'est-à-dire, le plus simple, ce sera... na. Alors attends. Hop. Na. OK. On est d'accord que là, on a le génitif. Donc, né. OK. Et puis là, je vais écrire un mot très simple. C'est li. Et li, ça veut dire la poire. Ma poire. OK? Donc, là maintenant, je vous ai parlé de structure avant. Donc, structure, ça veut dire que ça, c'est évidemment égal à ça. Complètement. Donc, ça veut dire qu'en termes de structure, j'ai un X, j'ai un génitif, OK? Et j'ai un autre élément. Et ça, c'est la structure. Donc, ça veut dire que j'ai une structure qui ressemble à ça, et qui ressemble à ça. On est d'accord? Donc là, c'est exactement la même chose. J'ai une structure qui ressemble à ça, et une structure qui ressemble à ça. Donc, on est face à la même structure. La même, exactement la même. Et le fait que je vous montre ça, c'est pour faire que tout ça, ici qui est à gauche, on puisse le dédramatiser. Et le dédramatiser, c'est extrêmement important, parce que quand vous voyez toutes ces lettres-là, et puis en plus avec des trucs bizarres en dessous, etc. Donc là, vous vous dites, ouh là 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 là. Donc là, c'est justement où il faut tout de suite calmer le jeu, et puis se dire qu'en fait, la structure, elle est super simple. Parce que je vous mets le braquet, là, vous savez que ça commence là, vous savez que ça se termine là, vous savez que le génitif est au milieu. Très bien. Donc vous avez forcément à gauche le déterminant, forcément à la droite le déterminé. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Donc, si, évidemment, ça ne s'arrête pas là, mais en termes de structure, c'est ça que vous devez comprendre. Donc, si là je dis ma poire et que j'ai déterminant déterminé, ça veut dire que dans la phrase ma poire, ça veut dire que la poire, elle est déterminée par quelque chose. Elle est déterminée par un lien de possession. Vous êtes d'accord? Je suis le propriétaire de ma poire, pour que je puisse dire ma poire. Alors, je suis peut-être pas le propriétaire absolu, je suis peut-être le propriétaire très relatif, temporaire, pendant le temps que je mange une poire. C'est pas vraiment la mienne, mais c'est la mienne pendant que je mange. Le tibétain est une langue égophorique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le tibétain exprime la situation du locuteur, tout le temps. Donc, ça veut dire que temporairement, j'ai un lien, et oui, j'ai un lien avec une poire. Donc ça veut dire que cette poire, c'est pas juste celle de l'autre, il se trouve que c'est la mienne. Donc j'ai un lien proche avec cette poire. C'est ça qui se passe. Donc, ngeli. Donc, de la même manière ici. Alors ici, on transpose. C'est-à-dire, le principe de la structure et de la formule, c'est que le x, c'est n'importe quelle valeur, et le x, c'est n'importe quelle valeur. Donc, que vous disiez ma poire, ou que vous disiez tsetangdenpa sharipu, en fait, du point de vue de la structure, c'est la même chose. Donc, pour vous, l'énigme, c'est x. Monsieur X, comme la fameuse émission de France Inter. Qui est Monsieur X? C'est ça la question. Ok. Dans un cas, c'est nga, et ça c'est tout simple. Et dans un autre cas, c'est toute cette histoire-là. Alors ça, c'est quoi toute cette histoire-là? Quand vous voyez ça, vous me lisez ça comment? Patrick, je vois que tu as levé la main, donc ça veut dire que tu veux les lire. Oui, j'avais une petite chose à dire, mais maintenant j'en ai deux. Petite curiosité, le tiret que tu as mis dans ce braquet, j'imagine que c'est pour dire qu'on a deux mots différents. Exactement. Très bien supposé. Alors, c'est pour vous aider. Ok, merci. Et alors, pour le Nelly, est-ce que pour m'aider à mieux comprendre déterminant déterminé, est-ce que je ne pourrais pas plutôt le traduire par la poire de moi?
C'est très bien. Tu peux tout à fait le faire comme ça. Je vous le dis en l'exprimant, en exprimant déterminant, déterminé, pour rester dans les clous. C'est-à-dire que je me base principalement sur le clair miroir, donc sur des gens qui font autorité et qui utilisent ces termes comme ça. En considérant que même si au début c'est un peu bizarroïde, en même temps ça a le mérite, quand on commence à bien comprendre, de dire les choses de manière assez précise et claire. Tu as tout à fait raison de dire la poire de moi. Mais ça n'explique pas comment la poire, c'est la tienne. Quand tu dis la poire de moi. Quand tu dis la poire de moi, ça veut dire que on laisse au de son rôle, mais son rôle qui est pas vraiment rendu visible. Tu es d'accord? C'est-à-dire qu'on ne sait pas de quel type de lien, on le sous-entend en disant ça comme ça. Mais c'est très juste, tu as raison, c'est effectivement la poire de moi. Mais il se trouve qu'il y a un lien. Et le lien, c'est un lien qui s'établit entre, en l'occurrence, un possédant et un possédé. D'accord? C'est pour ça que le principe de déterminant, déterminé est intéressant. Parce que ça précise bien les fonctions. C'est-à-dire que le possédant, ben c'est je. Ce qui est possédé par je, c'est bien sûr la poire. Donc c'est pour ça que l'on dit la poire de je. C'est pour ça qu'on en arrive là. On en arrive là parce qu'il se trouve que la poire a été possédée par je. D'accord? Donc en fait, c'est juste la poire de je, c'est le terme, on pourrait dire, du processus. C'est pas le début du processus. C'est tout simplement la seule différence. Mais maintenant, vu que tu avais le micro ouvert, tu l'as toujours ouvert, est-ce que tu peux me lire cette partie? Donc, on a C, Tang, Denpa. Ouais. Tse Tang Denpa, Tse Tang Denpa, et puis Shari. Tout à fait. Alors là, Patrice, tu viens de parfaitement nous démontrer l'importance qu'il y a à continuer à vous entraîner à lire. Pourquoi? Parce que vous en êtes exactement au stade où vous savez déjà lire, et c'est super, c'est top, mais il faut que vous lisiez avec aisance, pour que, justement, le X, parce qu'on est bien d'accord, hein, qui est Monsieur X, pour que le X, ça ne soit pas trop compliqué à pouvoir déterminer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop, pour l'instant vous avez encore le droit, c'est-à-dire vous avez le droit, quoi, vous avez tous les droits, évidemment, mais disons, c'est encore tout à fait possible d'avoir des hésitations sur la lecture. Mais au bout d'un moment, si vous voulez faire vraiment de l'analyse, et c'est vers ça qu'on va, pour pouvoir comprendre un texte, hein, ça c'est clair, eh bien il faut que vous soyez à l'aise dans la lecture, pour pas trop perdre dedans là-dedans, pour pouvoir vous dire, ok, le X en l'occurrence, c'est Tse Tang Denpa Shari. Même si vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de dire, mais que vous n'ayez pas trop d'obstacles à pouvoir dire, ok, l'inconnu pour moi, c'est Tse Tang Denpa Shari. Et de pouvoir facilement le dire, ok? Mais c'est très bien, c'est juste pour vous dire, bon ben, continuez, n'oubliez pas, perdez pas de vue cet objectif. Et puis vous avez un élément beaucoup plus simple à droite, ici. Alors, ah bah tu as toujours le micro ouvert, alors c'est très bien. Comment tu le lis? Pou. Exactement, pou, c'est tout simple. Là pour le coup, notre X, hein, si on revient à notre structure, notre X est simplissime. Mais, du point de vue de la structure, c'est la même chose, c'est-à-dire X ou X. Que ici ça soit complexe ou simple, ça ne change rien du tout. Rien du tout. Maintenant, pou, est-ce que par hasard vous savez ce que ça veut dire? Fils. Yes, top. Donc maintenant, alors Patrice, tu ne dis rien, parce que je pense que tu as deviné, et c'est quelqu'un d'autre qui me donne le sens de ce segment. Fils de Chari, mais avant, je ne sais pas comment l'interpréter. Mais c'est parfait. Le fils de Shari, et puis là, c'est Tang Denpa. Déjà, on a... Déjà, c'est très bien. On a Shari Pou, le fils de Shari. Déjà, ça, c'est super. C'est top.
Le fils de Shari. Est-ce que pour tout le monde, c'est clair qu'il est bien question du fils de Shari? Ok? C'est sûr, il n'y a pas de doute du tout, du tout? Même pour Sylvie, là? Ouais, voilà, vous êtes sûr que, ok, voilà, que les deux points comme ça, le visage sur les deux points, c'était pas, mais qu'est-ce que c'est que toute cette folie? Ok, d'accord. Bon, donc tout va bien, voilà, je suis rassuré. Ok, donc le fils de Shari. Très très bien, parfait. Le fils de Shari. Impeccable. Donc maintenant, ça, tu sais pas comment l'interpréter, Géraldine, tu as tout à fait raison. Alors maintenant, on pourrait dire que, on peut dire que dans notre X, ici, il y a deux X. Il y a Shari, c'est pas tellement mystérieux, et puis il y en a un autre de X, c'est le truc d'avant. Et ça, le truc d'avant, c'est Tse Tangdenpa. Et c'est pourquoi vous avez dans le vocabulaire. Vous vous souvenez, je vous ai parlé du zoom tout à l'heure. Hein, le zoom, trouver la bonne distance. Pas être trop près dans le détail, pas être trop loin pour rien voir, trouver la bonne distance. On est exactement dans la problématique de la bonne distance. Qu'est-ce que ça veut dire la bonne distance? Si je zoome, ça veut dire que je dois trouver le sens de tse, le sens de tang, le sens de den, le sens de pa. Vous n'oubliez pas que le tibétain est une langue monosyllabique. Ça veut dire qu'en tibétain, chaque syllabe signifie quelque chose. Chacune. Mais si vous partez comme ça va être super compliqué de pouvoir comprendre un texte. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, vous allez faire que ça. C'est-à-dire, essayer de savoir quel est le sens de chaque syllabe. Simplement, vous ne saurez pas, et là je reviens à le texte, vous ne saurez pas, dans le texte, où commence le segment et où se termine le segment. Vous n'avez pas la possibilité de le savoir. C'est impossible. Pas possible. Donc, vous regarderez T, vous regarderez AI, vous regarderez Tse, Na, Tse, Tang, Den, Pa. Mais peut-être que vous allez vous dire, donc, je sais pas, vous pouvez imaginer n'importe quoi. Vous pouvez vous dire, d'accord, donc c'est comme ça, et puis après c'est comme ça, et puis après c'est comme ça. Ouais, peut-être. Mais le problème, c'est que vous n'en savez rien du tout. C'est-à-dire que tu pourrais très bien dire que c'est comme ça, et puis que c'est comme ça, et puis que c'est comme ça. Ouais, mais qu'est-ce qui te permet de savoir où ça commence et où ça se termine? Et ça, tu ne le sais pas au départ. Pas du tout. C'est pour ça qu'on commence par les particules. Et c'est pour ça que je vous aide au début, pour que finalement, vous puissiez comprendre où ça commence et où ça se termine. Et comme par hasard, les particules interviennent comme des éléments hyper importants. Parce que c'est les particules qui nous disent où ça commence, où ça termine, en général. En général, pas toujours. Mais là, je vous aide. C'est pour ça que je suis là aussi d'ailleurs. Je vous aide. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, pour reprendre la notion de zoom, ça veut dire que ça, Tse Tang Den Pa, au départ, c'est bien de simplement savoir que ça veut dire vénérable. C'est tout. Et de le prendre en bloc. C'est-à-dire de pas du tout zoomer. Et si on le prend en bloc, Tse Tang Den Pa, alors là, ça commence à devenir beaucoup plus facile. Et là, pour citer Géraldine, je commence à savoir quoi faire avec mon Tse Tang Den Pa. Sinon, je ne sais pas quoi faire du Tse Tang Den Pa. Ça veut dire que je me mets à gratter trop dans le détail et au bout d'un moment, je perds la vue d'ensemble. Alors que Tse Tang Den Pa, c'est un mot en soi, qui veut dire vénérable. Évidemment, ça s'explique pourquoi on le traduit comme ça, d'accord, après on peut rentrer dans le détail. Mais vous ne pourrez pas tout savoir d'un coup, ça c'est pas possible, c'est pas imaginable. Donc, il y a aussi des moments, et c'est ça qu'il faut réussir à doser, il y a des moments où il faut rester à cette distance-là, des moments où il faut zoomer plus, puis des moments où il faut zoomer très très large, et puis voilà. Ok? Patrice, je vois que tu as relevé la main. Oui, j'ai la main qui s'agite beaucoup aujourd'hui. Mais je pense que tu viens de dire ce que j'allais exprimer, c'est qu'en fait, on doit finalement apprendre à avoir un visuel de bloc de syllabes. Yes. Exactement. C'est là où je vous emmène. Et puis après, on ira dans le détail que tu dis, mais ça, Exactement.
Exactement. En fait, ce que je vous apprends beaucoup de choses dans ce cours, parce que finalement, il y a beaucoup d'éléments. Mais surtout, ce que je vous apprends à faire, c'est d'avoir les éléments qui vous permettent de faire de l'analyse. Et parmi les éléments qui vous permettent de faire de l'analyse, c'est d'avoir la bonne distance pour apprendre que parfois, il est même bien de retenir Tsetang Denpa comme un bloc en soi, sans rentrer trop dans le détail dans un premier temps. Et donc d'avoir petit à petit des espèces de réflexes où il va y avoir, paf, ah oui, là il y a un bloc, là il y a un bloc. Mais pour ça, eh bien vous devez évidemment regarder dans le texte ce qui sont les particules évidentes. Parce que quand on connaît les particules, en tout cas les plus évidentes, celles qu'on voit ensemble, ça nous permet déjà d'avoir des éléments très importants qui nous permettent de séparer les éléments dans un bloc. Parce que les particules nous servent à ça. Ça va, ça vous déprime pas trop? Ça va aller bon, j'espère. Parce qu'on a Tsetang Denpa Shari Pu. Donc ça veut dire le fils de Shari le Vénérable. Ok? Donc ça veut dire que si je dézoome encore un petit peu, ça veut dire que à ce moment-là, le fils de Shari le Vénérable, gna 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 gna. Ok? On verra bien ce qui se passe pour lui. Mais on sait, déjà, on a des éléments. Rien que dans ce qu'on vient de faire là pour l'instant. Ça va? C'est compréhensible? Pour Martine aussi, pas trop déprimée. Elle a l'air toute déprimée, Martine. Non, ça va? Bon, j'espère qu'elle n'est pas trop déprimée, Martine. Encore une petite chose. Si Oui, bien sûr, Patrice. parce que je suis en train d'imaginer une approche de l'étude pour être un peu, pour être efficace. Donc, il y a les exercices d'épellation. Après, on pourrait plonger dans le vocabulaire pour avoir ce visuel de bloc de syllabes. Oui, c'est ce que j'appelle les mots-clés, même. Je rajouterai des mots-clés. D'accord, ok, les mots-clés. Et puis après, alors, on peut aller plonger dans ce qu'on a à l'écran pour travailler avec les particules. Yes. On va travailler dans ce ordre-là. Alors, chaque fois, un petit bloc. Complètement. C'est pas ça. Complètement. C'est pour ça que la notion, je vous en ai beaucoup parlé, la notion de mots-clés. Alors maintenant, il commence à prendre son sens. C'est-à-dire qu'au début, on se dit, ah oui, bon, bah, mots-clés, ouais. Mais en fait, ces mots-clés sont extrêmement importants. Parce qu'une fois que tu as acquis un certain nombre de mots que tu considères comme tes mots-clés, ben évidemment que ça va beaucoup t'aider. Parce que, par exemple, je vous en prends un. Imaginons Chenpo. Chenpo, ça veut dire grand. Ok? Ben, grand, c'est évidemment un mot où il vaut mieux le connaître, parce que bien souvent, on a besoin d'un adjectif comme l'adjectif grand, mais en même temps, c'est un mot-clé. C'est un mot-clé parce que, ben, on le rencontre très souvent. Donc, du coup, si je l'ai, chaque fois que je vois Chenpo dans une phrase, ben, j'aurai un bout d'indication. Donc le mot-clé va me servir à ça. Maintenant, avoir la connaissance complète de tous les mots de vocabulaire, ça va être compliqué, évidemment. Ça, c'est sûr. Si on avait la connaissance complète de tout le vocabulaire, bon bah, ok, je connais mon vocabulaire, j'arrive dans un texte, parce que n'oublions pas, un texte pour nous qui l'abordons, c'est une suite de lettres avec des points, et on n'a pas plus d'indications que ça. Donc évidemment, on pourrait idéalement se dire que si j'ai la connaissance complète de tout le vocabulaire, admettons que j'ai 3000 mots par cœur dans ma tête. Bon, bah ok, on voit un texte, puis on se dit, ah tiens, cet agencement de syllabes me fait penser à ce mot. Cet agencement de syllabes fait me penser à ce mot. Mais ça, c'est presque pas réalisable comme technique. C'est pour ça que, Patrice, ce que tu viens de dire est beaucoup plus réalisable. C'est-à-dire, je passe dans le vocabulaire, j'acquiers des mots avec lesquels j'ai un bon feeling, parce que tout simplement, bah, pour quelle base, sur quelle base, bon, il pourrait y avoir des critères de fréquence du mot, c'est un peu ce que je vous indique en vous parlant de Chenpo, hein, parce que peut-être qu'on n'aime pas beaucoup ce mot, mais n'empêche qu'en termes de fréquence, on va le voir souvent, donc on pourrait se dire, bah, ça c'est un bon critère de choix,
Donc on le voit souvent, donc ça fait partie de mes mots-clés. Mais on pourrait aussi se dire, Tse Tangdenpa, j'aime bien ce mot, tiens, la sensation, la perception, donc je l'apprends. Parce que ce que j'aime bien, je l'apprends facilement, je le mémorise facilement. Donc là, on fait notre petit marché dans le vocabulaire. On essaye de développer un lien avec les mots en fonction d'un certain nombre de critères qui peuvent varier. Et puis une fois qu'on a ça, on a déjà un bon bout. Après, on travaille les particules. Et c'est l'exercice qu'on fait ensemble. C'est-à-dire que les particules, c'est petit à petit, je me familiarise avec les particules. On a beaucoup parlé du génitif, donc au bout d'un moment, ça va devenir assez clair. On a vu que la poire de moi, ok, oui, mais parce que, possédant, posséder, donc on commence à comprendre. On se dit, ok, c'est ça un génitif. Donc là, on a un élément de repère extrêmement important. C'est-à-dire que dans une phrase, ben ok, ça on l'a peut-être pas appris dans les mots, d'accord, mais au moins on a le génitif. Donc on sait que, ben là forcément avant, il va y avoir quelque chose qui ressemble à un mot ou un groupe de mots, évidemment. Après, on peut avoir un mot comme pou, qui est notre mot, oui, c'est aussi un mot favori, pourquoi pas, parce que c'est un mot simple, parce que c'est un mot très utile, fils, fille, bon, n'importe, ok, très bien. Donc, si en plus, troisième aspect des choses, j'ai continué à m'entraîner à la lecture, et bien dans ce cas, je commence à avoir vraiment les trois aspects, les trois éléments qui vont vraiment m'être très utiles pour me déplacer dans un texte. C'est-à-dire, je lis avec facilité, j'ai retenu peut-être ce mot par affinité, donc j'ai fait une pierre deux coups, et puis en plus, je connais la particule, donc je fais une pierre trois coups, évidemment. Et puis dans ce cas-là, ben, petit à petit, je commence à avoir les éléments qui me permettent de faire de l'analyse. Et c'est ce qu'on fait ensemble. Et c'est surtout ça que je vous apprends. Je vous apprends une méthode qui va vous permettre d'être très efficace dans l'analyse. Pourquoi je vous présente la méthode de cette manière-là? Ben, c'est tout simplement parce que moi, j'ai fait l'expérience désastreuse, vu que j'ai appris tout seul au début, beaucoup tout seul, parce qu'il y avait à l'époque pas de matériel vraiment accessible pour des gens comme moi, etc. Ou alors fallait aller à l'université, c'était compliqué, etc. Donc, ben, j'ai fini par trouver enfin un dictionnaire qui était le fameux Sharat Chandradas, qui est un dictionnaire historique créé au XVIIIe siècle. Super, c'est d'ailleurs l'histoire de Sharat Chandradas, elle vaudrait la peine d'être racontée, c'est une histoire géniale, mais bon bref, je vais faire court. Ce dictionnaire, enfin, il existe, super, génial, je tombe dessus. Puis après, qu'est-ce que je fais? Ben, pendant des années, je prends un texte, c'est-à-dire un texte, ben, comme toujours, un texte. Pour vous montrer un texte, c'est comme ça. Je vais vous montrer comment c'est un texte. Un texte, c'est ça. Un texte, c'est ça. Voilà, c'est ça un texte. Et puis moi, je me retrouve devant ça. Et puis quand je me retrouve devant ça, avec mon dictionnaire, je fais quoi? J'ai aucune structure, rien. Aucune connaissance des particules, je ne sais même pas ce que c'est. J'ai aucune idée des mots-clés. La lecture, c'est juste à peu près. Quoi, voilà, tout ça est très compliqué quand même pour moi. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh ben, Donc, tu allais à la pêche sans hameçon. exactement. Donc, ce que je fais, c'est que je vais du début de la ligne à la fin de la ligne. Je fais du début de la ligne à la fin de la ligne dans mon dictionnaire. Et j'essaye, par tâtonnement, de me dire, tiens, c'est marrant, on pourrait dire que là, ça s'arrête au bout de la deuxième syllabe. Ah non, ça s'arrête au bout de la troisième syllabe. C'est-à-dire que je n'en savais rien. J'ai perdu des années comme ça. Parce que parce que tu es dans ton dictionnaire, tu fais de l'analyse de mot à mot, c'est-à-dire de syllabe en syllabe, et vu que le tibétain est une langue monosyllabique, tu trouves toujours un sens pour chaque syllabe. Dans une langue comme le français, si tu as le mot arbre, ben tu as arbre, mais tu as au moins les deux syllabes qui sont réunies en un seul mot. Donc tu arrives à savoir que c'est un seul mot. Mais en tibétain, comment est-ce que tu peux savoir que le mot il s'arrête à la première syllabe ou à la troisième syllabe? Quel est le moyen de le savoir? Impossible. Si tu as le mot Namju Baptang. Namju Baptang, c'est 4 syllabes. Namju
bap, tang. Nam, ça veut dire le ciel. Ju, ça veut dire le vaisseau. Bap, ça veut dire tomber. Tang, ça veut dire la plaine. Donc, ça veut dire l'aéroport, ça. Alors, le problème, c'est que quand tu trouves Nam, très bien, tu dis, ah ouais, Nam, ça veut dire le ciel. Puis Ju, après, ça veut dire le bateau. Ok. Puis après, tu vois Bab, le verbe tomber. Bon, comme par exemple, je tombe sur le sol. Ok. Puis après, Tang, tu vois que ça veut dire la plaine. Avant de réussir à comprendre que les 4 mots vont ensemble, je peux te dire que ça prend du temps. Hein. Donc, en fait, ce que je suis en train de faire, c'est de vous éviter ce détour hallucinant qui fait perdre un temps de fou, et en vous donnant une méthode qui vous permet de vous repérer. Et la méthode la plus simple, c'est d'apprendre par structure. Mais pour apprendre par structure, faut pouvoir disséquer la structure. Et la disséquer avec le bon niveau de zoom, justement. Et le bon niveau de zoom, il va commencer à fonctionner dès lors où vous comprendrez le rôle des particules, où vous aurez suffisamment de mots-clés, et où vous saurez bien lire. Quand vous avez ces trois éléments, alors là, en plus, avec l'aide qui consiste à mettre les débuts et les fins et de faire que ça vous aide au début à repérer, alors là, après, vous allez gagner énormément de temps. En fait, je vous évite des années d'errance, là. Pour autant que vous ayez envie, comme moi à l'époque, de comprendre un texte. Mais j'ai aucun moyen à l'époque de le comprendre. Impossible. Totalement impossible. Peut-être d'autres avaient d'autres moyens, évidemment, ça c'est possible, mais moi j'en avais pas. Donc voilà, la méthode, donc du coup, honnêtement, la méthode, elle est simple aujourd'hui. Tout simplement. Parce que vous avez les mots de vocabulaire, vous apprenez vos mots de vocabulaire, vous choisissez parmi ces mots de vocabulaire ceux avec lesquels vous avez un bon feeling, ceux que vous pensez vous seront utiles dans le futur, n'importe. Et puis voilà, et puis c'est bon. Puis après, on a Tsetangdenpa, vénérable, on a Shari et puis Pu. Donc on a vu que Shari, Pu, c'est le fils de Shari. Tsetangdenpa, vénérable, ok, donc le fils de Shari le vénérable. Ou le vénérable Shari, ou comme vous voulez. Après, la traduction, c'est une toute autre histoire. Là, vous pourrez... La traduction, c'est de l'ordre de vos yeux, marquise, me font mourir d'amour, me font mourir d'amour vos yeux, marquise, ou ma belle marquise, j'en sais plus, mais c'est le fameux passage de Molière, où la phrase, tu peux la mettre dans tous les sens. Alors évidemment, tu peux, de la même manière, la traduction, c'est un choix subjectif qui te fera te dire que soit tu parles du fils de Shari le Vénérable, soit du fils du Vénérable Shari, soit voilà, là ça s'arrête à peu près ça, je pense, je ne verrai pas de troisième possibilité, mais la traduction, c'est souvent ça. Simplement, la traduction pour nous, elle arrivera à la toute fin. Parce que la traduction signifie choisir entre différentes options. Mais pour ça, il y a une règle absolue, c'est, je le redis toujours, je radote un petit peu, là, Dominique, elle va se dire encore une fois, mais en fait, le texte dit toujours la vérité. Pourquoi ? Parce que, par l'analyse du texte, vous revenez à l'exactitude du texte sans aucune forme d'interprétation, avec une espèce de très grande exigence à l'égard du texte, en vous disant que le texte dit la vérité. C'est-à-dire, il vous dit exactement ce que l'auteur a voulu dire. Et vous décollez pas de ça, et tant que vous n'avez pas compris le sens du texte, vous ne rentrez pas dans l'interprétation. Parce que sinon, l'interprétation, elle vient toujours masquer ce que vous n'avez pas compris dans l'analyse. Et c'est pour ça qu'il y a parfois des traductions qui sont désastreuses, parce qu'on voit très bien que tout simplement, il y avait un endroit un peu flou, on en a déduit que, et puis ouf, on passe dessus, et puis on a peut-être faux, on a peut-être juste, on ne sait pas, et puis c'est un peu du pari. Et des fois, malheureusement, on se trompe. Donc le texte, de ce point de vue-là, dit toujours la vérité. Voilà. Donc ça, merci pour ta question, Patrice, parce que ça permet de rappeler le principe de la méthode. Et puis après, vous avez, par exemple, des éléments. Mais c'est pour ça que, clairement, c'est impossible de tout savoir.
même dans un extrait de texte qui est assez court, en somme. Quand vous voyez le résultat que ça donne à la traduction, je veux dire, c'est une dizaine de lignes, pas plus. Donc vous n'allez pas tout savoir de tout ça. Mais, par contre, continuez votre travail de lecture, continuez votre travail de repère et d'apprentissage du vocabulaire. C'est ce que vous devez faire pour l'instant. Puis petit à petit, ça va venir. Typique. On a un autre segment. Et quand je dis petit à petit ça va venir, c'est-à-dire que viendra le moment où vous allez pouvoir mettre tous les éléments ensemble. Pour l'instant, peut-être pas. Donc il faut accepter qu'au départ, c'est un peu disloqué. Mais c'est pas grave. Vous apprenez des éléments hyper importants. Regardons le segment d'après. On voit que là, bon, il se termine pas ici. Ok. Par contre, on le voit qu'il commence là. D'accord ? Et puis il commence avec nos braquets habituels, mais avec un braquet spécial. Et ce braquet spécial, c'est des accolades. Et l'accolade, pourquoi est-elle là ? Elle est là pour enserrer un ensemble de groupes de mots. Ou un ensemble de segments, on pourrait dire. C'est tout. Mais il n'y a pas besoin de rentrer trop dans le détail pour l'instant. Par contre, pour l'instant, je vous mets encore des signes qui vous aident à repérer. Donc là, on a un signe, là, qui nous aide à savoir que là, il y a quelque chose à gauche. Et ce quelque chose à gauche, ça fait typique partie des mots-clés. Pourquoi ? Parce que Changchup Sempa, c'est un bodhisattva ou bodhisattvi en tibétain. Et ça fait typiquement partie des mots-clés. Évidemment. C'est logique, quoi. C'est hyper logique. Parce que si vous savez Changchup Sempa, vu l'espace que ça prend dans un texte, ça vous fait déjà un bon bout de mots-clés. Alors maintenant, évidemment, que Chang, que Chup, que Sem, que Pa, signifie quelque chose. On est d'accord. Et c'est le sens de tout ça, aggloméré, qui va donner le sens de Bodhisattva. En l'occurrence, Chang, Chup, Sem, Pa. Chang, Chup, c'est l'éveil. Sem, c'est l'esprit. Pa, c'est courageux. Mais maintenant, Chang et Chup, ça veut dire quelque chose aussi. Chang, ça veut dire par exemple la notion de purification. Chup, littéralement, j'hésiterais à vous donner une définition exacte. Je me demande si c'est pas la notion de qualité de développement, mais je m'en souviens pas là maintenant. Sem, c'est l'esprit dans le sens de la conscience. Ok ? C'est un mot générique. C'est un mot qui, en fonction du contexte, peut avoir beaucoup de sens. Ça peut être sem dans le sens de l'esprit, dans le sens de l'intention, dans le sens de la conscience. À voir. Pa, c'est le mot pour dire courage, bravoure. Donc, en fait, le mot lui-même signifie la bravoure de l'esprit et l'éveil. Donc, vous voyez que pour arriver de bravoure, esprit et éveil à bodhisattva, et bodhisattva comprendre que c'est là, c'est-à-dire l'individu, la personne qui aspire à atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres. Donc vous voyez la périphrase, quoi. Je veux dire, la phrase, elle est longue. Et tout ça est contenu dans Changchup Sempa. Donc évidemment que là, si vous décortiquez trop, vous perdez complètement le sens global. Et le sens global, c'est celui-là. C'est-à-dire que c'est la personne qui est dotée de l'esprit d'éveil. C'est une personne qui a suffisamment de courage, qui a suffisamment d'audace pour aspirer à l'éveil, sous-entendu pour le bien de tous les êtres. Mais c'est aussi la personne qui possède, on pourrait dire, la bravoure de l'esprit d'éveil ou la bravoure de l'esprit qui tend vers l'éveil, etc. Tout ça, c'est de l'interprétation. Mais le mot, c'est Changchup Sempa. Donc ça veut dire un individu, un héros pour l'éveil. Vous avez toutes sortes de traductions possibles en français. Vous avez héros pour l'éveil, aspirant à l'éveil, je sais pas, vous pourriez imaginer chevalier de l'éveil ou Dieu sait quoi. Il n'y a pas de limite là-dessus. Ok ? Mais par contre, pour nous, Changchup Sempa. Bodhisattva. Sattva, en sanskrit, sattva, ça veut dire l'individu. Bodhi, c'est l'éveil. Donc bodhisattva, c'est l'individu qui aspire à l'éveil, pour le bien de tous les êtres.
Voilà, tout simplement. Et ensuite, vous avez Sempa Chenpo, et Sempa Chenpo, c'est Mahasattva. Et Mahasattva, c'est comme Bodhisattva, les Mahasattvas, c'est les grands êtres. Comme vous diriez Mahatma, hein, la grande âme, Mahasattva, en sanskrit. Parce qu'il ne faut pas oublier que tous ces textes nous viennent du sanskrit, et que donc les traducteurs tibétains, ils ont dû trouver des astuces avec leur langue pour traduire les concepts tibétains. Mais bon, par contre, ce qu'on arrive à savoir avec ces éléments-là, c'est que Chomchup Sempa, Sempa Chenpo, Champa. Et Champa, bah on le sait parce qu'on a le vocabulaire, heureusement. On le sait aussi peut-être parce que finalement, Champa, ça veut dire à la fois l'amour, et puis donc ça peut clairement rentrer dans mes mots favoris, dans mes mots-clés. Et puis en plus, Champa, c'est Maitreya, donc c'est quand même pratique. Donc du coup, on peut savoir qu'on parle là de quoi? On parle de Chonchup Sempa, Sempa Chenpo, Champa. C'est-à-dire on parle du Bodhisattva, Mahasattva, Maitreya. Et donc on fait du sanskrit, parce qu'on est en train de dire la phrase Bodhisattva, Mahasattva, Maitreya. Et donc vous venez de dire la phrase en sanskrit. D'accord? Donc on voit très bien que le tibétain, là, il se cale sur le sanskrit pour dire Bodhisattva, Mahasattva, Champa, Mahasattva, Maitreya. Et en tibétain, ça se dit Changchup Sempa, Sempa Chenpo, Champa. Ok? Et puis, quand vous faites de la lecture, bah, ça veut dire que le passage Changchup Sempa, Sempa Chenpo, Champa, vous apprenez à le lire et à le relire pour être à l'aise. Et donc, au bout d'un moment, bah, Changchup Sempa, Sempa Chenpo, Champa. Donc, du coup, bah, voilà, Changchup Sempa, Sempa Chenpo, Champa. Donc, les mots, ils commencent à rester en vous. Et puis après, vous avez un génitif. Et puis après, vous avez un autre groupe de mots. Donc, vous savez que d'une manière ou d'une autre, ça va être le déterminant, et ça va être le déterminé. Oui, Patrice. C'est une petite question de détail, parce que je regarde en même temps la liste de vocabulaire, et je vois que c'est un Tenpa Charipur, tu as traduit par Vénérable Shariputra. Donc Sharipu devient Shariputra. Le tra, il sert à quoi? Parce que le mot en sanskrit, c'est Shariputra, parce que putra, le pu, c'est en tibétain, et en sanskrit, c'est putra. Ah d'accord, ok. À cause de ça. Ah ouais. Ça va, Non, pas mais du tout, mais bon. Non, mais écoute, de toute façon, c'est pour ça que j'ai coutume de vous dire, toute question est bienvenue, vraiment. Parce qu'en plus, il y a des choses que je peux avoir passé à côté, ou n'importe. De toute façon, il ne faut jamais hésiter. Évidemment, on est en train d'essayer de se repérer, de prendre des habitudes, d'essayer d'avoir les bons repères, donc on en est là, c'est important. C'est un fameux puzzle, hein, et je suis pas bon en puzzle, moi. Non, mais écoute, non, mais au bout d'un moment, on va dire c'est l'intérêt de la résolution. On est attisé par l'envie de comprendre. C'est-à-dire, il y a quand même de l'ordre de l'énigme. Et au bout d'un moment, on est quand même en train. euh, bon, alors là, évidemment, c'est un avis purement subjectif, mais je suis convaincu dans ce que je ressens qu'il y a une grande bénédiction dans ces sutras, vraiment. Donc pour moi, le fait d'être en contact avec ces sutras, c'est vraiment la bénédiction des Bouddhas. Alors là, je vous fais part de ma foi complètement subjective, mais elle existe aussi. Donc, il n'y a pas de doute, en tout cas en ce qui me concerne, qu'au bout d'un moment, je gratte là-dedans, c'est-à-dire je gratte dans une matière extraordinaire. Et donc, au bout d'un moment, ben, j'acquiers des choses. Et ce que j'acquiers, c'est une sorte de familiarité avec le texte. Et donc, au bout d'un moment, ben, il y a un sens qui apparaît. Ça ne veut pas dire que je fais pas là, j'évoque pas quelque chose de purement magique. Vous voyez bien, il y a que du travail derrière. Mais on ne travaille pas n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on travaille quand même un texte très profond, un texte qui est porteur d'un sens immense. Et donc, petit à petit, ben voilà, par imprégnation, il y a des choses qui vont venir. J'en suis sûr. Mais bon, voilà, il y a beaucoup, je suis d'accord. Mais
Encore une fois, on a vu, encore une fois aussi grâce à toi Patrice, qui a bien mis le doigt sur la méthode, et je pense que ça me permet vraiment de vous la redire, c'est vraiment les mots-clés, la lecture, les particules. Et si vous avez clairement ces trois éléments dans la tête, petit à petit ça va se combiner. Mais je suis complètement confiant. Hein. En plus, je vois qu'avec les autres groupes, ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont acquis toutes les bases. Là, maintenant, avec le groupe, Dominique, elle fait partie des deux groupes. Donc, on le voit avec les 37 pratiques. Ok, bah voilà, maintenant, ils ont tous le niveau pour vraiment... on commence à pouvoir parler des différentes options possibles de traduction. Mais voilà, il y a les éléments qui font que tout ça devient compréhensible. Après, vous verrez qu'il y a aussi les contextes propres au texte. C'est-à-dire qu'ici, on est dans un sutra. On n'est pas dans une composition tibétaine. On est dans une traduction tibétaine. C'est encore différent. Parce que les textes composés en tibétain sont composés d'une manière un peu différente que l'exigence pour un traducteur tibétain de l'époque de partir de l'original sanskrit pour arriver à un texte tibétain. Mais c'est pour ça que le paradoxe, c'est que souvent les sutras sont plus faciles à comprendre qu'un texte purement tibétain. Parce que un texte purement tibétain, l'auteur tibétain peut se permettre beaucoup de liberté. Dans un texte avec un sutra, un original, lui, il est obligé de coller à la structure du texte. Donc il y a des répétitions, il y a ce que nous on appellerait des lourdeurs en termes de style. Mais, par exemple, Chongchup Sempa Sempa Chempo Champa, c'est une formule qu'on trouve dans les sutras. Changchup Sempa, ça suffit. Il n'y a pas besoin de dire en plus qu'il est Mahasattva, vu qu'il est déjà tellement grand, par exemple. Mais le sutra, lui, voilà, la formule, c'est comme ça. Donc on va reprendre les formules. Et dans certains sutras, c'est très, très répété. On va répéter plusieurs fois les mêmes formules. Donc le Changchup Sempa, Sempa, Chempo, Champa, vous allez l'entendre et encore. Mais au bout d'un moment, il vous reste dans l'oreille aussi. Il ne faut jamais oublier que toutes ces langues, les sutras au départ, c'est une pure oralité. Hein. On est dans l'oralité au départ. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans le discours vivant qu'on a entendu. Et donc dans l'oralité, on répète. Beaucoup plus. L'intention de départ, c'est pas de faire une œuvre écrite. On arrive à l'écrit après. Voilà. Bon, on a fait tout un petit parcours. Ok, on va s'arrêter là parce que, comme d'hab, on explose le compteur, mais c'est pour en tout cas mon plus grand plaisir, mais je pense aussi à un bout du vôtre, donc c'est très bien. On termine avec la dédicace. Sonam diye tamche zingpane tomne nyepe dranam pamjen kegana chimbalam trupaye sipe tsolen doa dolwaraisho. Voilà, merci beaucoup. J'arrête là la session et puis on se voit bientôt. Hein. Je crois que c'est jeudi la semaine prochaine. Allez, bye bye. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Merci à vous. Bye bye.